Vendredi soir, Donald Trump a lâché une nouvelle bombe, cette fois-ci concernant les cartes de crédit aux États-Unis. Il veut plafonner à 10% les intérêts d'emprunt payés par les utilisateurs qui peuvent atteindre jusqu'à aujourd'hui plus de 30%. Alors cette mesure, qui semble au premier abord être une excellente nouvelle, pourrait bien déstabiliser le système et pousser les ménages à faible revenu vers des solutions encore plus risquées, encore plus pénalisantes ou encore plus dramatique. Et au final, on s'aperçoit que c'est peut-être l'objectif de Trump. On parlera également dans cette vidéo d'une autre annonce de Trump qui pourrait impacter l'univers de la crypto-monnaie. Du moins, c'est ce que certains voudraient nous faire croire. On abordera aussi le comportement des investisseurs long terme sur Bitcoin qui n'est pas des plus encourageants et quelques points d'actualité particulièrement importants. Mais avant tout ça, permets-moi de te souhaiter la bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne sur Objectif Lune si tu nous rejoins aujourd'hui. Je m'appelle Sylvain, ici on parle de crypto-monnaie, d'investissement, de macroéconomie, de géopolitique. Bref, on aborde absolument tous les sujets d'actualité, on décortique tout ça pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne et nous permettre de choisir les meilleures possibilités d'investissement, avoir les meilleurs comportements en matière d'investissement. Alors si ça te parle, je t'invite à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner. Par ici, activer la petite cloche des notifications et tu le sais certainement, tu peux liker la vidéo, ça lui donne un maximum de force, un maximum de visibilité et c'est hyper, ultra, méga important pour nous et je t'en remercie. Alors on peut dire que Trump est officiellement rentré en campagne électorale pour les élections de mi-mandat du mois de novembre 2026. Il a annoncé un achat de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires et il souhaite donc plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10%. Il compte maintenir également les fameux chèques de relance de 2000 dollars qu'il a promis de financer grâce aux droits de douane. Alors à ce sujet, la Cour suprême qui devait rendre son verdict ce vendredi sur la légalité des droits de douane, alors pas tout à fait son verdict, mais sa première conclusion, on va dire, eh bien elle a reporté sa décision à demain, lundi, affaire à suivre. Dans tous les cas, on a déjà parlé de cette situation et ça reste toujours une épée de Damoclès sur les marchés. Alors je vais revenir dans un instant sur ces fameux 200 milliards de dollars d'obligations qui vont être rachetées, parce que j'ai vu un petit peu partout que ça allait faire exploser le cours du Bitcoin à la hausse. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais pour le moment, venons-en à cette histoire de carte de crédit. Trump a fait l'annonce ce vendredi après la clôture des marchés traditionnels. Donc lundi, demain, il faudra faire très attention à l'ouverture des marchés américains. 1300 milliards de dollars, c'est le total des dettes cumulées contractées par les utilisateurs américains de ces fameuses cartes de crédit. Et ça concerne principalement des ménages à faible revenu. Et c'est hyper important de comprendre ce qui se cache derrière pour bien comprendre la situation qui nous attend. Parce que ces cartes de crédit répondent la plupart du temps à des achats de la vie courante, comme tout simplement de l'alimentation, voire même les loyers. Au final, c'est un puits sans fin pour les utilisateurs puisque les intérêts se cumulent et ça devient vite dramatique pour les Américains. Les taux moyens d'endettement tournent à environ 20%, ce qui est absolument énorme. Alors certains d'ailleurs peuvent penser que ce sont les banques qui se gavent. Oui, c'est vrai, on est dans un système capitaliste et actuellement la Fed a des taux d'intérêt à 3% et quelques. Donc le delta est particulièrement intéressant pour les banques. Elles empruntent, elles, de leur côté, où elles payent l'argent en quelque sorte à environ 3%, et elles le prêtent de l'autre côté à des taux qui peuvent atteindre jusqu'à 30%. Donc ça fait un joli delta pour elles, et c'est aussi comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Et alors ce fameux taux maximum de 30%, on pourrait penser qu'il est là pour couvrir le risque, pour prévenir les mauvais payeurs. Finalement, ceux qui payent 30% d'intérêt, eh bien, vont payer pour ceux qui sont en défaut de paiement et donc ne paieraient jamais. Et c'est comme ça que les banques se couvrent, certes, mais le système est un petit peu plus complexe que ça et ça pourrait secouer le marché financier dans son ensemble. Déjà, quand on creuse un petit peu, cette mesure-là, elle est temporaire. Elle ne serait que d'un an. Donc, c'est une mesure à court terme. C'est important de le noter parce que je vais y revenir dans une minute. Maintenant, ce qu'on peut évaluer à ce niveau-là, à ce stade-là, c'est la réaction des banques. Alors, très certainement qu'elles vont augmenter leurs frais, très certainement qu'elles vont réduire la quantité de crédit disponible, très certainement qu'il y aura des contrôles plus drastiques, donc derrière moins de consommation, ce qui pourrait réduire l'inflation et ouvrir la porte à la Fed pour réduire les taux. Ça, c'est la réflexion basique, la réflexion positive basique. On va aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, il y a souvent un système de gamification chez les utilisateurs. Exemple, tu payes avec ta carte, tu reçois du cashback. Il ne faut pas rêver, ce cashback et tous les avantages que tu peux avoir, eh bien, il y a forcément quelqu'un qui les paye. Et ça, tu l'as compris, ce sont ceux qui payent 20, 25, 30% de taux d'intérêt. Donc, en réduisant les taux maximum, les banques vont devoir revoir tout leur système marketing. Et forcément,
ça va avoir un coût qui va ici aussi être supporté par les utilisateurs. Alors cela va également affecter les grands groupes émetteurs de ces cartes-là, comme Visa ou Mastercard, puisqu'il devrait y avoir moins de transactions, donc moins de revenus pour ces sociétés-là. À ce stade-là, il ne faut tout de même pas oublier une chose très importante. Même si les cartes de crédit sont destinées à des personnes à risque et qu'elles sont critiquées pour leur taux d'intérêt élevé, leurs frais annuels, leur faible plafond et leurs récompenses minimales, elles existent tout de même pour certaines raisons qui peuvent paraître positives. Elles s'adressent aux emprunteurs ayant un historique de crédit limité, donc aux personnes exclues du système bancaire conventionnel, exclues des crédits conventionnels, aux ménages qui utilisent les cartes pour des raisons de liquidité et non pour leurs avantages. Donc elles permettent de faire tourner une partie de l'économie américaine qui aujourd'hui ne peut pas finalement tourner autrement qu'avec ces cartes de crédit. Donc la conséquence la plus dramatique de tout ça, ce serait que ces gens-là se tournent vers des prêteurs douteux avec des taux encore plus élevés, voire même des emprunts directement sur leur salaire. Alors au final, cette mesure-là pourrait remodeler le marché du crédit, parce que ça va supprimer, comme je te le disais, les programmes de récompense, ça va transférer les risques vers des canaux moins réglementés, et au final, ça va surtout aider davantage ceux qui ont un petit peu plus d'argent que ceux qui en ont moins, et donc ceux qui sont les plus vulnérables, qui risquent de s'enfoncer un petit peu plus loin dans la dépendance au crédit. Alors de ce fait, cette mesure-là qui rabaisse le taux à 10% ne rend pas le crédit moins cher, il rend le crédit plus rare, moins flexible et moins transparent. Les consommateurs à faible revenu vont avoir moins de choix, moins de pouvoir d'achat. Ils vont devoir sacrifier peut-être leur santé, la qualité des produits qu'ils consomment, revoir éventuellement leur logement, etc., etc. Au final, Trump va taper sur la tête des milieux les plus défavorisés en utilisant une mesure qui, au premier abord, se veut salutaire pour ceux qui sont le plus démunis. Je pense que tu as compris l'objectif de tout ça. Ces gens-là ne font aujourd'hui pas partie de l'électorat de Trump. Il s'agit pour la plupart du temps d'émigrés de la classe pauvre des États-Unis et clairement, ce n'est pas cette tranche-là de population que Trump vise quand il veut rendre à l'Amérique sa splendeur d'antan. Donc d'une mesure qui pourrait être vue comme étant contre les banques, contre le système capitaliste, quand on creuse et quand on analyse les conséquences, on se rend bien compte que finalement, il a raison, que Trump a raison, la bourse devrait continuer à se porter très bien avec ce type de mesures. Cependant, tout cela reste une solution court terme, parce que de toute façon, le système est tel que les gens vont être obligés de contracter de nouveaux crédits. Ils n'ont pas le choix, et cette solution passagère d'un an pourrait être absolument dramatique quand les taux d'intérêt vont remonter. Mais là, c'est une autre histoire parce qu'on se retrouvera après les élections de mi-mandat. J'en reviens à cette histoire de court terme. Demain, à surveiller donc à l'ouverture des marchés, Visa, Mastercard et toutes les actions bancaires. Le marché nous dira si cette mesure-là est appréciée par les capitalistes ou pas. Alors je vais tout de même modérer un petit peu mes propos. Encore une fois, on est sur un effet d'annonce de Trump. Il ne serait pas impossible de le voir communiquer de manière un petit peu plus douce cette semaine. Comme toujours, comme à son habitude, il lance une bombe le vendredi après la clôture. Il voit comment ça réagit le week-end, comment ouvre le marché le lundi, et puis il revient un petit peu sur ses propos et trouve un compromis qui est souvent, très souvent, à son avantage. Alors, dans le même temps, Trump a donc annoncé demander à ses représentants d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires, ce qui fera baisser les taux d'intérêt, les mensualités et rendra l'accès à la propriété plus abordable. Alors là où certains y voient le retour du QE, du quantitative easing, d'une injection de liquidité, de mon côté, j'y vois tout simplement une nouvelle mesure électorale, un nouvel effet d'annonce. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on parle d'obligations. Quand on a des achats massifs d'obligations comme celle-ci, leur valeur augmente, ce qui mécaniquement fait baisser leur rendement et donc les rend moins intéressantes. Mais ce qu'explique Trump, c'est que cela fait aussi baisser les taux d'intérêt des crédits, ce qui vient se répercuter sur les emprunteurs et donc pourrait redynamiser le marché immobilier américain et permettre l'accession à la propriété de nombreux Américains. Alors, comme je te le disais, j'ai vu passer certains messages, certaines vidéos qui annoncent déjà une injection majeure de liquidités sur les marchés et donc un Bitcoin qui va très certainement exploser dès la semaine prochaine. Alors, remettons les choses dans le contexte. Ici, Trump n'agit que sur le marché immobilier avec une injection de liquidités pour le marché immobilier. On ne parle pas de baisse des taux de la Fed, on ne parle pas de libération massive des liquidités, on parle d'une mesure
électorale destinée à détendre un peu la pression sur le marché immobilier américain. On parle donc ici aussi d'une mesure à court terme. S'il y a des effets sur le marché financier, ils se feront sentir dans un deuxième temps, via les conséquences possibles de cette mesure, dès que les Américains auront investi dans l'immobilier et qu'ils se tourneront peut-être par la suite vers les actifs risqués. Tout ça parce qu'il faut le temps que les taux d'emprunt immobilier baissent, que les ménages soient un petit peu plus à l'aise, etc., etc. Autant te dire que ce n'est pas demain, la veille, qu'on aura des liquidités sur les marchés financiers. Et quand on sait que les actifs très risqués comme Bitcoin sont parmi les derniers à profiter de ces liquidités, je doute même qu'on en ressente les effets. En revanche, et ici aussi, eh bien, Trump achète son électorat. Trump soigne son électorat et soigne ses élections de mi-mandat. Je t'avais dit en fin d'année 2025 que les élections de mi-mandat allaient avoir un impact sur les marchés financiers et sur toute la politique globale des États-Unis. On est le 11 janvier et on assiste déjà à de très grandes manœuvres. De grandes manœuvres destinées, à mon sens, à mon humble avis, à influencer les électeurs en vue de cette échéance mi-mandat, donc du mois de novembre 2026. Alors quand on prend ces décisions qui ont un impact uniquement sur le court terme, en général, eh bien, ça veut dire que derrière, il va falloir cravacher pour récupérer les promesses. Alors, je ne dis pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait, que Trump ne sait pas ce qu'il fait, loin de là, mais je ne vois pas comment, aujourd'hui, il va sortir les États-Unis de cette dette colossale qui se creuse de plus en plus, si ce n'est en allant chercher donc d'autres solutions ailleurs, peut-être en obligeant la Fed à baisser ses taux, ou alors peut-être à plus long terme vers d'autres ressources. Et là, je ne reviendrai pas sur l'histoire du Venezuela ou sur l'histoire potentielle de l'Iran, on va juste parler une seconde de l'Iran parce que ça pourrait secouer les marchés. Cette semaine, Trump a un œil sur l'Iran, la situation est particulièrement tendue. Il prétexte que pour maintenir la paix, la libération du peuple iranien, il a promis des représailles contre le régime iranien si jamais les manifestants étaient maltraités. Donc l'Iran, de son côté, a promis de riposter en attaquant Israël, l'allié historique des États-Unis. Ici encore, super Trump au pouvoir, le libérateur de tous les pays sous régime dictatorial. On sait, toi et moi, ce que ça cache. En tout cas, lui, il est clairement en route pour le prix Nobel de la paix. C'est absolument fabuleux. Allez, on surveillera cette situation de près. S'il y a des évolutions au sujet de l'Iran et de toute cette géopolitique, on en parlera bien entendu ici. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On en parlera également dans le canal Telegram. Il est gratuit, son contenu est plus instantané. Je te laisse le lien en description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, on va surveiller l'ouverture des marchés demain et dès ce soir, l'ouverture des contrats à terme sur Bitcoin, le fameux Chicago Mercantile Exchange. Je ne reviens pas davantage dessus, on devrait ouvrir avec un gap de cotation, c'est-à-dire un trou entre la clôture de vendredi et l'ouverture de ce soir sur Bitcoin. En général, quand on a un trou, un gap comme ça, on le comble à court ou moyen terme. Donc il faudra surveiller tout ça. On a l'habitude, on en parle assez souvent ici sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer un petit peu vite là-dessus. Peut-être que la prochaine fois, la semaine prochaine, on ira un petit peu plus dans les détails. Alors tout ça, eh bien moi je trouve que c'est plutôt positif, cette histoire de gap CME, c'est quelque part eh bien, ça montre qu'on a de nouveau du mouvement sur le marché des crypto-monnaies. Alors, on n'avait pas eu de mouvement depuis des semaines et des semaines et des semaines. Donc là, je trouve que c'est une bonne chose. En revanche, il y a une data qui m'inquiète un petit peu plus. Les données on-chain montrent que les gros investisseurs en Bitcoin, eh bien, n'achètent pas la baisse. Les adresses détenant entre 1000 et 10 000 bitcoins ont réduit leur solde d'environ 220 000 bitcoins sur un an, ce qui représente la baisse la plus rapide depuis 2023. Et cela reflète également la phase de distribution observée en 2021-2022. Alors, phase de distribution, en général, ça veut dire phase de baisse. On l'a vu la semaine dernière, les mineurs ont transféré une quantité énorme de bitcoins vers les plateformes, ce qui est signe de l'idée d'une vente potentielle. Et là, sur ce graphique, on voit clairement que les whales, les baleines, continuent de vendre leurs bitcoins. Elles continuent de se séparer de leurs actifs. Alors, on sait que les bitcoins ont changé de main durant l'été. À la fin de l'été, ils sont passés des OG, c'est-à-dire des premières personnes qui ont découvert Bitcoin, vers les institutionnels, vers les personnes qui sont davantage sur les marchés traditionnels. On a donc un changement de structure de marché, un changement au niveau des forces en présence. Bitcoin est en train de finir petit à petit sa phase d'adolescence. Il passe des mains des geeks qui ont profité d'être early pour aller désormais vers les investisseurs traditionnels. Sauf que dernièrement, eh bien, ces investisseurs traditionnels, ces investisseurs institutionnels
ne soutiennent plus vraiment la demande comme on a pu le voir au mois de septembre ou au mois d'octobre. La semaine dernière, la première semaine de 2026, eh bien les ETF ont enregistré 681 millions de dollars de sorties sur Bitcoin. Donc il se pourrait qu'on n'ait pas encore atteint le point bas sur Bitcoin, surtout que comme je te le disais, on n'a pas encore de réelles mesures aujourd'hui qui nous permettent d'être optimistes. On n'a pas de quantitative easing, on n'a pas d'injection de liquidité massive. Alors à ce stade, il y a toujours deux façons de voir les choses. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir ton avis. Pour ma part, je considère que Bitcoin finira par toucher le million de dollars, voire même beaucoup plus. Et cependant qu'une baisse potentielle à court terme constitue pour moi une nouvelle opportunité. Là où d'autres pensent qu'il devrait monter, alors moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais perso, j'aimerais le voir baisser. Ton avis, toi de ton côté, est-ce que tu aimerais le voir baisser pour aujourd'hui en acheter davantage ou est-ce que tu préférerais le voir monter dès maintenant? Parce que peut-être même que tu penses qu'il va monter. Je t'invite à me laisser ton avis en commentaire, mais n'oublie pas une chose, c'est toujours le marché qui décide. Et là, je vais te partager un exemple assez flagrant. Lui, il doit encore se bouffer les. On est le 9 juillet 2011 et cette personne a annoncé qu'il allait vendre tous ses bitcoins parce qu'il pense que de toute façon, Bitcoin n'atteindra jamais les 20 dollars. Voilà, moi je pense qu'il y a peut-être la possibilité dans les prochaines semaines de recharger une nouvelle fois sur Bitcoin. Je pense qu'on devrait peut-être avoir ce fameux rebond vers les 100 000 dollars. Et d'ailleurs, les données macroéconomiques ne sont franchement pas hyper positives pour les marchés à risque. Donc, pour ma part, on aura peut-être la dernière opportunité de recharger. Quoi qu'il en soit, je ne me pose pas tant de questions, je continue d'accumuler du Bitcoin. Voilà, cette vidéo, je l'ai terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments intéressants pour parfaire tes connaissances sur tout ce qui se passe aujourd'hui sur les systèmes, sur les marchés financiers, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers crypto. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!